Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Nous recevons pour commencer Shrek, ou la philosophie à la hache. Slavoj Žižek, philosophe slovène, star mondiale de la pensée postmoderne. Le New-Yorker l'a surnommé le Marx Brother. Subtil. Marxiste ironiste, Žižek publie un essai sur la nouvelle lutte des classes. Žižek dans 28 minutes, c'est ça la classe internationale. En deuxième partie, un débat autour du conflit israélo-palestinien à l'occasion de l'ouverture demain de la conférence internationale de Paris pour relancer le processus de paix. Et enfin, pour terminer, Xavier Mauduit fera le zouave napoléonien à propos des inondations et Jean-Mathieu Pernin dédaignera l'Euro de foot au profit d'un match Darfour United contre Pendjab sous l'égide de la CONIFA. Et alors ça aussi, c'est la classe internationale. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Arnaud Le Parmentier. Notre invité Slavoj Žižek, bonsoir, vous a déjà traité d'interrogatoire du KGB. Ça promet. Bonsoir, on savait que vous étiez Slavoj Žižek, un provocateur, voire un perturbateur. Ça se confirme partout où vous passez. Peut-être, mais je ne veux pas fonctionner comme ça. Mon cœur, c'est dans la philosophie hegelienne. J'ai écrit des livres que Fayard a été gentil de les publier, de presque 1000 pages sur Hegel. Mon cœur est là. Et là aussi. Plus ou moins. Oui. Mais ça, juste une question, avant votre portrait filmé, vous avez failli, il y a 25 ans, être avec Marc Aurèle, l'autre seul philosophe dirigeant d'un pays dans l'histoire de l'humanité. Vous avez failli être président de la République dans votre pays natal? C'est pas tout à fait exact. Ah bon? Ça a été... j'ai une chance à devenir membre de la présidence qui a été un organe collectif. Collégial. Collégial. On ne s'intéresse plus. Mais ça Très bien. Ça n'était pas sérieux. Slavoj Žižek, votre portrait, votre empreinte digitale réalisée par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Slavoj Žižek sur Internet, on découvre votre sosie, Marc Hamill. C'est vrai, vous n'avez pas joué dans la guerre des étoiles, mais vous menez de votre côté de nombreuses batailles philosophiques. Votre lutte commence en Slovénie, où vous êtes né à Ljubljana, plutôt doué pour les études. Après avoir décroché un doctorat en philosophie, vous enchaînez avec un autre de 3e cycle à Paris. Polyglotte, vous parlez slovène, bien sûr, français comme on peut l'entendre, mais aussi le serbo-croate, l'anglais et l'allemand. En 1989, vous obtenez la reconnaissance internationale avec le plus sublime des hystériques. On y retrouve vos deux figures tutélaires, les analyses de Hegel, sous le prisme des travaux de Jacques Lacan. L'année suivante, vous vous présentez comme candidat à la première élection présidentielle libre de Slovénie sous la bannière Démocratie libérale slovène, le nouveau nom de l'organisation des jeunesses communistes. Vous terminez 5e. Vos champs d'exploration sont larges: fondamentalisme, politiquement correct, cyberespace, marxisme, droit de la personne, identité, Lénine et David Lynch. Le 7e art dans lequel vous vous invitez de temps à autre, comme dans vos documentaires, le guide pervers du cinéma, où vous analysez des scènes célèbres. You'll never have me. Whispering, "You will never have me." At that traumatic point, we are thrown back to reality, when the hero encounters exactly the same deadlock. Dans votre nouveau livre au sujet de la crise des réfugiés, vous comparez l'Europe à un malade en phase terminale. Une association politico-économique qui n'accepterait pas que son ouverture démocratique soit fondée sur l'exclusion. Vous écrivez même qu'il faut mettre un terme à l'empathie humanitaire envers les réfugiés et les éduquer à être libres. Certains vous voient comme le philosophe le plus dangereux d'Occident. Slavoj Žižek, êtes-vous cet homme-là? Un type dangereux, je ne l'aime pas. Dangereux, un philosophe? Un philosophe peut-il être dangereux? Oui. Oui? Parce que je crois que la tâche de philosophie aujourd'hui, ce n'est pas de résoudre des problèmes, mais c'est de corriger des questions, de poser des questions véritables. Par exemple, tout le monde parle des réfugiés. Et je crois qu'on doit déhumaniser. Le problème n'est pas un problème humanitaire. Le problème, c'est de la crise du capitalisme global qui produit des réfugiés, des enjeux géopolitiques. La guerre sunnite-chiite en Syrie, c'est le capitalisme global qui est responsable. Ce n'est pas une guerre de religion sur place qui fait un désastre. Absolument, absolument. Je crois que cette guerre a été en vérité déclenchée par des tensions entre Iran et Arabie Saoudite. Et je crois que la clé du problème, c'est l'Arabie Saoudite, qui est une perversion incroyable. C'est comme une mafia financière qui se masque avec une orthodoxie musulmane, etc., etc. Mais je crois que c'est tout à fait clair que sans, d'un côté, la colonisation
économique des pays du tiers-monde. Et pas seulement là en Arabie, mais on ne doit que regarder un pays comme Congo-Kinshasa, qui est un pays des plus riches du monde de ressources naturelles, mais un pays dans un chaos total. 5 millions de morts. Oui, et précisément comme tel, il est pleinement inclus dans l'économie globale. Donc, oui. Imaginons un miracle. Congo, par un acte divin, toutes les ressources naturelles disparaissent. Ça a été une très belle chose pour Congo, probablement. Fin de la crise, etc. Alors, fin de la crise, fin de la digression sur le Congo, retour, Slavoj Žižek, à la faveur de cet essai, retour sur la crise des réfugiés, non pas l'origine, mais comment faire ici en Europe. Vous dites dans votre essai, il y a deux attitudes, et vous les récusez l'une et l'autre. Vous dites, oui. Elles sont toutes les deux pires. Il y a la gauche morale, comme la gauche Staline angélique, comme Staline l'a dit. Alors, la gauche morale, la gauche angélique, la gauche qui dit on accueille tout le monde et qui sait, dites-vous, qu'elle ne peut pas le faire, et de l'autre côté, il y a la droite populiste, xénophobe, qui veut dresser des herses. D'accord ? Quelle est la troisième voie ? Quelle est la troisième attitude à adopter par rapport à cette crise et à ces afflux de réfugiés ? Premièrement, on doit faire, pour, si je peux le dire dans le terme du cinéma. On est trop fasciné par des réfugiés. On doit faire quelque chose comme un mouvement de caméra en arrière pour voir la situation dans sa totalité. Et on peut voir que, premièrement, oui, je suis d'accord que l'Ouest est très responsable à cause de ces interventions géopolitiques. Par exemple, c'est tout à fait clair que sans l'intervention américaine en Irak, il n'y a pas de ISIS, de Daesh, etc. Revenons à Hic et Nunc, ici et maintenant. Oui. Ah, non, mais seulement une autre. De l'autre côté, je crois que c'est un racisme renversé de traiter les réfugiés comme des victimes simples. Non, ce sont quand même des agents actifs avec... Ils ont des projets idéologiques, c'est très clair. Lesquels? Lesquels? D'un côté, je ne suis pas un paranoïaque islamophobe, mais je crois que quand même c'est tout à fait clair qu'il y a un certain projet soutenu par Arabie Saoudite, etc., je ne dis pas, je ne suis pas de Le Pen, d'islamisation de l'Europe, mais de changer l'Europe de multiculturalisme qui n'est pas bien réfléchi. Je veux dire ça. Par exemple, le premier mystère pour moi, pourquoi les réfugiés vient seulement pratiquement en Europe, immédiatement au-dessous du territoire de la guerre. Parce que c'est un Eldorado. Parce que c'est un Eldorado, parce qu'on les accueille, parce qu'on a un droit d'asile, parce qu'on est généreux. Vraiment, et pourquoi ne pas exercer, par exemple, une pression sur des pays arabes très riches, plus que l'Europe? Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, les Émirats. Là, c'est même la même région, c'est pour la plupart des sunnites. Et pourquoi ne pas exercer une pression là? Je crois que tout l'arrière-fond, disons, géopolitique est très obscur. Là. Alors, il est très obscur. On va parler d'un autre arrière-fond géopolitique. On traverse l'Atlantique, Slavoj Žižek, et on passe aux États-Unis avec Donald Trump, qui vous fascine et qui vous intéresse. Oui. Nadia voulait vous en parler. Oui, vous avez beaucoup écrit sur l'inénarrable Donald Trump, et notamment sur sa manière de parler. On savait déjà que Donald Trump emprunte les mots d'un élève de CM1. Il a le même vocabulaire qu'un élève de CM1, donc un enfant de 9-10 ans, et vous êtes intéressé à sa vulgarité, à ses mauvaises manières. Déjà, vous dites quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul. Erdogan, Nicolas Sarkozy, Netanyahou, ils se sont aussi montrés très grossiers. Et il y en a beaucoup d'autres, absolument. Et ce que vous dites qui est aussi assez étonnant, c'est que cette grossièreté de Donald Trump, elle masque en réalité une grande banalité. Il ne serait pas, je vous cite, le dangereux outsider qu'on imagine. Son programme serait assez modéré. Est-ce que ça veut dire que les musulmans, les immigrés ne devraient pas avoir peur de Donald Trump, malgré ses menaces? Plus ou moins, je crois que oui. Je crois qu'il est un opportuniste absolu, mais je vous propose de faire une chose. Vous devez écouter à lui chaque fois quand il fait des propos concrets sur des questions économiques, etc. Oui. C'est assez raisonnable ce qu'il a dit. À propos de Proche-Orient, il a dit qu'on doit plus équilibrer... Non, il a dit qu'il fallait faire un mur sur le Mexique que les Mexicains paieraient. Il a dit qu'il faut ficher tous les musulmans. Je crois qu'on doit... Non. Pour le dire d'une façon très claire. Je suis horrifié par lui, c'est une horreur. Mais je dis que toute cette comédie publique masque quand même
toute une série de mesures, de propos économiques, politiques. Par exemple, il a des propos économiques qui sont au centre, même parfois au gauche du parti. C'est l'agent du statu quo, c'est l'agent du statu quo qui fait que la révolution que vous espérez n'arrivera jamais. Finalement, Trump se fait élire populiste pour que rien ne change. Oui, absolument. Oui, je crois que, mais pour rester avec des républicains, je crois que le danger véritable, il dit des choses beaucoup plus horribles. Ça a été par exemple Ted Cruz ou les autres. J'ai beaucoup plus peur de gens comme ça. Mais pour revenir à ça, oui, ça c'est la plus grande tragédie pour moi. C'est qu'il y a quelque chose comme, en anglais on dit rage, colère. Oui, c'est une éruption de rage. Impuissance absolue de la gauche de traduire cette colère dans un programme minimal de demande. Il y a toujours partout en Europe une colère qui est près d'une explosion. Une dernière question, Slavoj Žižek. On a bien compris que vous êtes absolument opposé à toute idée de bien-pensance. Vous militez même pour l'intolérance. Vous dites, après tout, la démocratie milite, elle, prône la tolérance et elle fabrique des hommes sans droit. Alors ça veut dire quoi, vive l'intolérance, ici? Intolérant contre quoi? Dire, il ne faut pas tolérer la démocratie? Premièrement, je me réfère ici à mon ami qui est un type de droite mais assez intelligent, Peter Sloterdijk. Oui. Quand on dit que cette rêve multiculturaliste, on doit comprendre tout, on doit s'embrasser. Non, je crois que parfois l'aliénation, c'est la solution. On doit apprendre à vivre avec des différences. Par exemple, un lieu idéal pour moi à vivre, c'est disons un grand bâtiment avec une centaine d'appartements où il y a un arabe, un juif, un africain, un latino-américain. Et on s'ignore d'une façon très gentille, polie. L'indifférence. Quoi? L'indifférence, il faut être indifférent. L'indifférence, oui, l'indifférence. L'indifférence, c'est la base effective de, comme pour moi, ciment de du vivre antiracisme. ensemble. Je ne dis pas qu'on... j'ai peur de cette pression comme surmoïque de on doit s'entendre, etc. Non, gardez la distance. Discrétion et indifférence. Oui. Merci Slavoj Žižek. Je rappelle la nouvelle lutte des classes, votre dernier essai, le 44e à vrai dire, car vous êtes graphomane, paru cette fois-ci chez Fayard. Merci d'être venu dans 28 minutes. Ne regardez pas comme ça. On passe à... Qu'est-ce qu'il y a? On passe à notre débat sur les enjeux de la conférence de Paris qui s'ouvre demain afin de relancer, si possible, le processus de paix au Moyen-Orient, comprenez bien sûr entre Palestiniens et Israéliens. C'est après la mise au point de Sandrine Le Calvez.